Ceux qui suivent cette chaîne depuis longtemps savent que mon genre de film préféré, c'est le teen movie. C'est le genre que je connais le mieux, c'est celui qui me parle. Parce que quand on est ado, bien souvent, on fait que errer en fait. Et moi, j'aime beaucoup la manière qu'ont certains réalisateurs de filmer l'errance. Je l'aime beaucoup de la violence sociale de Larry Clark au frics fascinant de Harmony Korine, en passant par l'ouverture sexuelle d'un Ken Loach ou d'un Greg Araki. Du coup, évidemment, moi je me suis jeté sur Euphoria dès sa sortie. Euphoria, vous connaissez, c'est une série sur des adolescents qui se construisent en se déconstruisant. C'est une série qui est connue pour sa direction artistique assez incroyable, sa photographie qui est pas loin d'être l'une des plus belles que j'ai pu voir pour une série à la télévision. Et c'est des personnages très forts parce qu'ils ont tous une certaine tendance à l'autodestruction et à se tourner instinctivement vers l'abysse en fait. Je vais rien spoiler, je suis pas ici pour vous parler de la première ou de la deuxième saison de Euphoria. En fait non, moi je suis là pour vous parler d'un seul épisode, un épisode très particulier. Un épisode où Euphoria est juste devenu gigantesque au point de tutoyer les meilleurs teen movies que j'ai pu voir ces dernières années. How do you want your mom and sister to remember you? As someone who tried really hard to be someone I couldn't. Cet épisode, il dure 1 heure. Il appartient ni à la saison 1 ni à la saison 2. En fait, c'est un épisode spécial qui est sorti vers Noël. Il a été tourné durant la pandémie de Covid-19 et je vous recontextualise un petit peu le concept. On avait quitté le personnage de Zendaya au nom imprononçable en français, Rue. On avait quitté le cœur brisé après qu'elle ait refusé de fuguer avec Jules, son amour, et que Jules ait décidé de partir quand même. Seule et désespérée, Rue replongeait alors dans la drogue, dans une dernière scène déchirante, une comédie musicale funeste et morbide. Et alors que toute la première saison d'Euphoria se caractérisait par un rythme effréné, par une sorte d'hystérie fougueuse et complètement incontrôlable, l'hystérie de l'adolescence, tout disparaît dans cet épisode. Une introduction, un rêve, un fantasme, les deux adolescentes ensemble, des baisers échangés, une lumière presque angélique, presque forcée, une naïveté à laquelle la série nous avait pas habitués. Want me to walk you to school? I think I want to listen to music and clear my head, but I love you. I love you too. Évidemment, rapidement, le fantasme disparaît pour laisser place à la réalité. Un rail de coke, un diners, des lumières vertes et rouges, l'influence pour l'ambiance, elle est assez explicite. Et durant 50 minutes, 2 acteurs, en huis clos, qui parlent en chant contre chant. Voilà, c'est tout. Aucun artifice, aucune hystérie, aucun effet de mise en scène, aucune extravagance tape à l'œil. L'idée, c'est juste, dans cet épisode, de se faire se confronter 2 âmes perdues, qui sont perdues sur 2 chemins différents. Du coup, la mise en scène va vraiment s'adapter à ça, et tout va être très fixe. Les corps, les personnages, la caméra, en fait, tout paraît suspendu dans le temps, et ça, c'est très dangereux, parce que ça pourrait donner un épisode extrêmement ennuyant, et en fait, le talent d'écriture, le talent de mise en scène fait que ça devient un des plus grands épisodes de série que j'ai pu voir. You gotta believe in the poetry. The value of 2 people sitting in a diner on Christmas Eve. Talking about life, addiction, loss. Évidemment, dans cet épisode, l'intérêt numéro 1, ça va être la conversation à laquelle on assiste. Une conversation qui va prendre 1000 chemins, qui va brosser 1000 thématiques, comme peuvent un peu le faire les personnages d'un Before Sunrise par exemple, qui est un film que je vous conseille où juste on suit 2 personnages qui déambulent et qui échangent leur point de vue sur 25 000 sujets. Ici, c'est un peu pareil. On va juste assister à la construction d'une relation, et ça déjà c'est un concept que je trouve assez magnifique étalé sur 1 heure. Et surtout c'est magnifique parce qu'il y a un talent d'écriture qui n'avait encore été jamais atteint dans cette série. Une série qui était intelligente, une série qui avait beaucoup de qualité mais qui à mon sens restait un peu en surface, qui restait volontairement très adolescente. Et là la grosse différence c'est que cet épisode, c'est un épisode d'adulte. It's a wonderful life. It's a wonderful life. Merry Christmas, Amani. C'est un épisode qui est rempli d'amour pour les 2 frics que sont Rue et Ali. 2 frics qui vont pas s'épargner et qui vont se faire du mal, mais qui vont se faire du mal parce qu'ils s'aiment. Et vraiment, ce qui montre une grande intelligence dans l'écriture et ce qui montre une compréhension totale de ces personnages, c'est vraiment d'éviter le piège numéro 1, c'est-à-dire une conversation un peu pompeuse, un peu pseudo-philosophie de comptoir, ça aurait été insupportable, mais à aucun moment on ressent ça. Et ça, c'est parce qu'on a l'impression qu'en permanence, l'épisode et les personnages nous parlent à nous. Par exemple, on a
ce moment où Ali met les mots sur ce qu'on pensait tous du personnage de Zendaya au tout début de la saison 1. Au tout début, elle nous a présenté comme quelqu'un d'assez exécrable, comme quelqu'un d'assez nul, comme quelqu'un qui mérite un peu tout ce qui lui arrive, quoi. Progressivement, on s'attache à elle, progressivement, on lui trouve beaucoup de qualités, on la trouve touchante dans son désespoir, et on veut qu'elle s'en sorte. Et le temps d'une séquence, Ali devient nous, qui avons découvert la série et qui détestions Zendaya, et il met les mots sur ce qu'on pensait de nous. They see you as selfish. They see you as weak. They see you as cruel. They see you as destructive. They think, why should I give a fuck about her if she doesn't give a fuck about herself or anybody else? Why does this girl deserve my time, my patience, my sympathy, right? If she wants to kill herself, let her. All reasonable questions and responses. Et c'est dans ce jeu permanent avec le spectateur, c'est dans ces dialogues au ton bon, assez violents mais jamais moralisateurs, que l'épisode va vraiment trouver sa force, parce que avec ce jeu en permanence, il va résonner en chacun d'entre nous. Parce qu'il n'y a pas besoin de se taper 5 rails de coke par jour pour se sentir concerné par ce que ressentent les personnages, par la dépréciation de soi-même, par ce désespoir dans le regard de Zendaya et par l'humanisme de Ali. Et en plus de la performance assez hallucinante de Zendaya, qui est pourtant très difficile à jouer parce que vraiment, comme je l'ai dit, c'est un moment suspendu dans le temps, c'est un moment très fixe. C'est pas dans ce genre de moment où les actrices peuvent vraiment faire exploser toutes les palettes de leur jeu. Bah là, Zendaya, pour moi, elle trouve dans cet épisode son meilleur moment d'actrice. Et la plus belle séquence de cet épisode, c'est quand elle se retrouve seule pour la première fois, et où la série se permet une séquence juste extraordinaire, avec juste une musique incroyable de Moses Sumney, et en quelques plans, toute la puissance émotionnelle qu'on avait dans les dialogues entre les personnages, qui étaient jusqu'alors tout en retenue, mais ça explose pour aller vraiment vers l'émotion brute, quoi. Rashad? Who's this? It's Papo. Papo Ali. Wait, say it again. Oh yeah, little man. Et pendant 3 minutes, la mise en scène se remet en route. Le chant de Moses Sumney, sous forme de plainte, sous forme de requiem, va rythmer de lents travelling ultra stylisés, un montage alterné, des effets de mise en scène en fait. Et malgré cette mise en scène qui avance, malgré des effets de réalisation qui tentent d'aller de l'avant, d'activer la machine, Roux reste immobile, statique, silencieuse. Parce qu'aller de l'avant, en fait, ça l'intéresse pas. I just don't really plan on being here that long. Et c'est ce que nous montre cette séquence. Face à elle, il y a Ali qui règle ses problèmes, qui appelle sa famille, qui appelle ses filles. Elle, non. Elle reste prisonnière de sa dépression, de ses démons. Et ça, on parvient à le comprendre juste par un découpage très intelligent, par un corps fixe au milieu de mouvements de caméra qui essayent désespérément de le faire avancer, et on le comprend juste par un silence. Je pense sincèrement que Euphoria, dans ses premiers épisodes, il aurait explicité ça par des dialogues, par une voix off, par des effets quasiment hystériques en fait. Et voir dans cet épisode-là, voir la série raconter tout ça en quelques plans, d'une manière si intelligente, d'une manière hyper simple et hyper mature, et ça me permet de dire que oui, avec cet épisode, Euphoria est devenue adulte. Elle est devenue adulte par un épisode éprouvant et même assez impitoyable. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en 50 minutes, Euphoria explose enfin, Euphoria efface tous les quelques défauts qu'on a pu citer autour de la série, et il embrasse enfin tout son potentiel, il fait preuve d'une compréhension absolue du mal-être d'un personnage. Certains reprochent à la série, une certaine superficialité, une sorte d'esbrouf dans la photographie ultra chiadée et dans sa mise en scène ultra démonstrative, et c'est des défauts que moi je considère pas que c'est des défauts, mais je comprends, j'entends ce qu'ils disent. Et j'aime le fait que la série a décidé de répondre à ces personnes. J'aime le fait qu'Euphoria ait compris qu'en fait, il est jamais aussi puissant que lorsqu'il filme juste 2 personnages, en chant contre chant, sans artifice, avec juste une écriture incroyable et une ambiance assez unique. Et j'aime le fait qu'Euphoria ait compris qu'il est très très rare de sentir à ce point, en quelques phrases, le désespoir aussi bien décrit. I just don't really plan on being here that long. And that's the tough part about all this, you know? Because I love talking to you. I do. And I agree with almost everything you're saying. And I understand it.